Approchez, approchez donc. Venez vous installer auprès de ce feu de camp pour vous réchauffer et écouter un nouveau conte horrifique d'une nuit d'été. Cette fois-ci, c'est encore un ancien, un habitué des contes horrifiques qui vous a donné rendez-vous. La table du Chapelier Fou est un conteur incroyable, avec un univers très impressionnant. Il a eu envie de vous partager à nouveau un récit, et je n'ai pu qu'accepter vu le talent de ce youtubeur. Alors, installez-vous confortablement et écoutez donc cette histoire particulièrement croustillante. Je l'ai adorée et je suis sûr que vous aussi. On se retrouve juste après. Le contenu de cette caméra a été trouvé il y a quelques mois, dans les poubelles de cet hôpital où vous exerciez il y a peu. Je ne me considère pas comme un homme mauvais. J'ai une femme et des enfants, et j'exerce mon métier de médecin avec cœur et implication. Pourtant, j'ai décidé de tuer quelqu'un. Personne ne pourrait m'accuser de meurtre. Il n'a commis rien d'autre qu'une bête erreur médicale. Avez-vous quelque chose à déclarer ? Oui, je l'ai fait. J'ai tué quelqu'un. Il y a environ 10 mois, j'ai appris la mort de l'un de mes patients. J'avais délibérément prescrit à ce dernier 2 médicaments, qui pris ensemble, venaient à causer de graves problèmes cardiaques. Et il est mort. Il est mort. Quand je l'ai su, je n'ai pas arrêté de me le répéter. Comme s'il m'était impossible d'y croire. Pourtant, je l'ai fait. J'ai tué quelqu'un. Et à mon grand désarroi, j'ai aimé ça. À l'origine, je m'étais promis que ce serait un meurtre unique. Je voulais juste y goûter, pouvoir faire ce choix. Mais tuer laisse un vide. En tant que médecin, il est gratifiant, voire même agréable de sauver des vies. Je mentirais si je disais que pas une fois je n'ai été ému par les remerciements d'un patient ayant échappé de peu à la mort. Cependant, prendre une vie est la chose la plus grisante que j'ai jamais connue. Voilà pourquoi, sitôt mon forfait accompli, je n'ai eu d'autre envie que de retrouver cette sensation. Ce premier homicide avait été une révélation, une prise de conscience. J'avais compris que je pouvais tuer n'importe qui. C'est une chose simple quand on y pense. Tout le monde a ce pouvoir en société. Et pourtant des vies entières se passent sans que bien des hommes ne le réalisent. J'avais effectué ce crime avec brio, car mon statut de médecin me rendait exempt de tout soupçon. Je me suis alors senti comme un prédateur, un tueur marginal parfaitement intégré, un loup parmi les moutons, camouflé du blanc de la blouse dont il est vêtu. Ce désir de tuer s'est alors immiscé dans chacun des événements de mon quotidien. Quelle que soit la personne qui me faisait face, il était là, du foyer jusqu'au travail, prenant au fil des jours une importance croissante pour à terme devenir omniprésent. Instinctivement, j'ai fini par considérer chacun de mes patients non plus comme des humains, mais comme autant de potentielles victimes que je pourrais faire disparaître. Lorsque je les regardais, je pensais à l'indescriptible euphorie que j'avais découvert dans la mort, et au plaisir que me procurerait la leur. Cherchant malgré tout à rester raisonnable, j'ai tenté de retenir ces pulsions. Mais je n'ai pas pu, et par 2 fois j'ai récidivé. Toutefois, pour assurer mes arrières, j'ai agi méthodiquement, en choisissant mes victimes dans des services différents du mien. Cependant, je ne pouvais pas éternellement céder à ces pulsions meurtrières. Car si 1 ou 2 erreurs médicales se dissimulent aisément, un trop grand nombre peuvent attirer l'attention. Ainsi, après mon 3e meurtre, j'ai commencé à pratiquer la chasse, cherchant en ce passe-temps un exutoire. Cela m'a aidé pendant un temps, car on y tue de première main. Lorsque l'animal s'effondre suite à un coup mortel, on peut voir toute la terreur du monde emplir ses yeux. Un instant, un bref instant, la proie sent son univers s'effondrer autour d'elle, là où le chasseur devient le roi du sien. Cette sensation est d'une intensité remarquable. Elle est si grisante qu'elle en est comparable au sexe. Mais cet instant de puissance a un prix, car il laisse dans son passage un vide tout aussi vaste. On trouve bien plus de plaisir en la chasse que dans la capture. Et lorsque l'on est face à la dépouille de cet animal abattu, on sent un mélange de frustration et de déception, qui pousse à vouloir recommencer. Voilà pourquoi, à terme, ça n'a fait qu'empirer les choses. Car j'ai senti grandir en moi l'irrépressible envie de voir l'expression de terreur de mes proies dans les yeux d'un homme. C'est ainsi que j'ai développé une addiction au meurtre. J'ai fini par conclure que je n'allais pas cesser la chasse. Simplement, changer la nature de mon gibier, pour celui dont on dit qu'il est le plus attrayant. Le caractère de ma profession me permettait un accès facile à toutes sortes de somnifères et anesthésiants.
Voilà comment j'ai aisément pu choisir mes proies en société. Je me baladais les soirs d'averse, dans les ruelles sombres jouxtant les bars, le visage soigneusement dissimulé derrière les plis d'un parapluie, et repérais des ivrognes fraîchement débauchés. Lorsque l'un d'eux s'éloignait suffisamment de la foule, il me suffisait de le suivre à l'abri des regards, pour lui administrer la dose d'un anesthésiant quelconque, avant de le chaler sur mon épaule, telle une âme charitable qui raccompagnerait un ami trop enivré. Après cela, je le jetais à l'arrière de mon pick-up, sur la même bâche où j'étendais les animaux que j'abattais autrefois, et roulais dans une direction au hasard, en vue de rejoindre une éventuelle forêt. Une fois là-bas, j'arrachais ses habits, et le laissais nu au milieu de la fange pour attendre patiemment son réveil. À peine reprenait-il conscience que j'annonçais que j'allais le traquer pour le tuer, et qu'il allait mourir s'il ne fuyait pas. La première fois que j'ai appliqué ce modus operandi fut peu concluante, car les psychotropes avaient rendu ma proie incapable de se lever, me contraignant à l'achever au couteau. Je n'avais cependant jamais rien ressenti d'aussi incroyable. Tuer un autre homme de mes mains avait été si fou que je serais bien en peine de décrire l'intensité de mes sentiments d'alors. Il m'a paru ainsi évident que je ne pourrais jamais renoncer à ce plaisir. J'ai recommencé plus d'une dizaine de fois, et afin de rendre la chasse plus attrayante, j'abaissais petit à petit les doses de somnifères que j'administrais à mes proies pour qu'elles soient plus agiles durant la traque. Chose qui fut mon erreur. Un jour, alors que je dépouillais mon 16e gibier de ses vêtements, ce dernier s'est soudainement relevé pour m'étourdir d'un coup de tête, dérober mon arme et m'asséner une balle au genou avant de s'enfuir. Il m'a donc fallu choisir entre laisser partir ce témoin gênant ou courir le risque d'aggraver la blessure en tentant de le rattraper. Et encore aujourd'hui, même s'il n'y avait pas de bon choix, je reste tout de même persuadé d'avoir fait le mauvais en m'étant rendu à l'hôpital au lieu de le tuer. Je passe les questions, mensonges et alibis que j'ai dû inventer pour justifier une telle blessure. Car la seule chose qui me préoccupait alors était que dans la nature, il se trouvait un homme qui avait vu mon visage. Et ça n'a pas raté. En moins d'une semaine, tous mes meurtres ont été associés au témoignage de cet individu, qui a également permis l'élaboration d'un portrait robot. Ce dernier fut naturellement relayé en masse par les médias, et en peu de temps je devins un suspect. Mon mode opératoire amena la presse à m'affubler du surnom le prédateur. Et ce, bien ironiquement, car en divulguant mon image, on avait fait de moi une proie. Traqué par les forces de l'ordre, je fus contraint de quitter mon travail, d'abandonner ma famille et de partir en voiture sur les routes. Victime de mon propre jeu, du chasseur, je devins le chassé. Mais en dépit de toute la discrétion et de la prudence dont je faisais preuve durant mon exil, chaque petit témoignage et chaque trace de mon passage les rapprochait inexorablement de moi. À mesure que durait ma fuite, les moyens investis dans ma capture furent de plus en plus grands. On dépêcha la police, l'armée, des hélicoptères, et la traque finit par se resserrer autour de moi, à un tel point que je ne pus plus esquiver les barrages sur la route. Au pied du mur, je décidai de laisser tomber ma voiture pour saisir mon arme et tenter ma chance au travers d'un bois qui jouxtait la route où l'on m'avait piégé. Mais ce faisant, je scellai mon destin. Un sniper embusqué réussit à placer un tir qui m'atteignit au flanc droit, me forçant ainsi à abandonner mon arme pour contenir l'hémorragie de mes mains. Je ne renonçai cependant pas à fuir, et bien maladroitement, titubait entre les arbres, ralenti par une plaie ouverte et un genou à moitié cicatrisé. Évidemment, une foule d'hommes furent lancés à mes trousses, guidés par des chiens de sang et un soutien aérien. Mes chasseurs ne semblaient pas vouloir laisser une chance à l'animal et avaient résolu de me capturer vivant. Par chance, je connaissais fort bien ces bois, car ils avaient été le théâtre de l'une de mes exactions passées. La proie était attaquée sur son terrain. Je partis sous une portion de forêt que je savais plus dense, et profitai de ma faible avance pour nouer ma chemise en garrot et dissimuler mon odeur sous une épaisse couche de boue. Afin de distraire les chiens, je fis traîner ma blouse ensanglantée à terre durant une partie de ma fuite, pour finalement la jeter au loin et partir dans une direction opposée. Au terme d'une longue marche, j'arrivai devant une profonde rivière, et m'allongeai dans son lit pour laisser le courant m'emporter loin des chasseurs. Après une lente descente qui me semblait avoir duré une éternité, je dégageai mes oreilles de l'eau, et constatai avec une immense satisfaction que les aboiements des chiens étaient devenus lointains. Épuisé, frigorifié, je me hissai sur la berge en direction d'une grotte où s'était jadis caché l'un de mes gibiers et résolus de prendre un peu de repos. J'avais réussi. Les chiens ne faisaient pas le poids face au loup. J'avais réussi. Je pris un instant afin de mieux apprécier ma victoire et fermer les yeux. Plein d'idées me traversaient l'esprit. Je venais d'échapper à la police, oui, mais pour combien de temps? Où devais-je aller? Comment soigner ma blessure? Et mon arme? Fallait-il que je tente de la retrouver? J'échafaudais 1000 plans pour la suite, quand je sentis le contact froid du métal sur mon front. J'ouvris spontanément les yeux et découvris un revolver, au bout duquel se trouvait un officier de police. Vous êtes en état d'arrestation pour kidnapping, empoisonnement, meurtre et atteinte à la dignité humaine. Je ne comprenais pas.
Mes ruses les avaient éloignés. Aucun animal au monde n'aurait pu me traquer. Et les chiens, leur hurlement était pourtant si lointain. Mais l'évidence me frappa alors, et je compris aussitôt que face à moi se trouvait un prédateur. Sous l'adrénaline et l'intense douleur de ma hanche, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais les points de suture de mon genou avaient sauté, et depuis Dieu sait quand, ma jambe était maculée de rouge. Il avait dû suivre la traînée de sang qui s'en était échappée, en négligeant volontairement de prévenir ses collègues pour que les aboiements lointains de la meute me fassent croire que ma piste avait été perdue. Malgré tous mes efforts, j'étais tombé sur plus fort que moi. J'allais rester une proie, car un détail si futile vous avait suffi pour me retrouver. Mais cette partie, vous la connaissez déjà, monsieur l'agent. Pourquoi vous livrez à des aveux si prompts? Eh bien, disons que je reste fidèle à ma propre morale. Nous jouions au jeu de la proie et du prédateur, et j'ai perdu. Vous reconnaissez donc être coupable de ces 18 meurtres? Non, je reconnais être coupable de 19 meurtres. Comment ça? Vous affirmiez 18, et maintenant 19. Que cela signifie-t-il? À l'issue de mon procès, c'est la prison à vie qui m'attend. Alors quand vous m'avez offert la chance d'être une dernière fois dans la position du prédateur, je n'ai pas su résister. Pardon? Vous m'avez déçu. Si je n'ai pas opposé de résistance lors de votre arrestation, c'est parce que j'admirais votre ingéniosité. Malheureusement, c'est toujours le détail auquel on ne pense pas qui a raison de nous. En parlant de ça, comment est votre café? Mon café! Oui, tout à l'heure, quand vous êtes allé chercher la vidéo, votre impatience vous l'a fait oublier sur la table, aux côtés d'un homme soupçonné d'empoisonnement. J'irai en prison sans regret. De la proie au chasseur, du chasseur au chassé. Nous jouions à un jeu, et je l'ai gagné. Eh oui, parfois le manque de vigilance peut vous être fatal. C'était une excellente histoire et un deuxième conte horrifique d'une nuit d'été pour la saison 2, particulièrement excellent. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller regarder dans la description et à aller cliquer sur le lien de la chaîne de la table du Chapelier Fou et de vous abonner. Rentrez dans son univers, ce gars a vraiment énormément de talent et il mérite vraiment toute votre attention. Voilà. Il est temps de laisser le feu de camp se consumer et de vous dire à très bientôt pour un prochain conte horrifique d'une nuit d'été.